Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des émissions carbone du secteur bancaire. Après cette vidéo, n'oubliez pas de participer à un petit quiz pour tenter de gagner mon livre Vers une finance durable aux éditions Arnaud Franel. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Nous allons d'abord aborder les émissions directes des banques, puis on va refaire le calcul en tenant compte des actifs détenus par les banques à leur bilan. Et enfin, on verra ce qu'il y a de pire entre consommer, investir ou ne rien faire, c'est-à-dire laisser son argent dormir sur son compte bancaire. Commençons par les émissions directes des banques. En tant qu'activité tertiaire, les activités polluantes des banques se limitent au chauffage des bureaux et des agences, à la consommation électrique du parc informatique et des centres de données, et au déplacement des employés. Si l'on ouvre les publications financières des banques, on trouve qu'à la BNP, un employé génère en moyenne 1,5 tonne de CO2 par an en 2024 et comme en 2023. À la Société Générale, on trouve un chiffre proche de l'ordre de 1,5 tonne par employé et par an. C'est 6 fois moins que les émissions d'un citoyen français qui s'élèvent à environ 9 tonnes par an d'après le ministère de la Transition écologique. Et bien sûr, c'est encore moins en comparaison aux entreprises du secteur industriel. On voit ici les chiffres d'ArcelorMittal. Si l'on rapporte les 102 millions de tonnes de CO2 dues aux activités de production aux 125 000 employés, on trouve que le secteur émet 500 fois plus par employé que le secteur bancaire. Ce qui est résumé dans le graphique que vous voyez ici. Donc en apparence, les émissions du secteur bancaire semblent limitées. Toutefois, rappelons deux choses. Premièrement, l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré suppose d'atteindre une moyenne de 2 tonnes de CO2 par Français par an d'ici 2050. 1,5 tonne de CO2 par employé est donc déjà beaucoup. Et deuxièmement, et surtout, le périmètre des émissions prises en compte dans le calcul doit être élargi aux actifs détenus par les banques. Prenons en compte maintenant les actifs bancaires. Si l'on suit le protocole international Greenhouse Gas Protocol, toutes les entreprises, y compris les banques, sont tenues de publier les émissions dont elles sont à l'origine, à savoir les émissions directes dues à leurs activités, mais aussi les émissions induites en amont et en aval de la chaîne de valeur. Pour les banques, cela vise notamment les émissions des entreprises qu'elles ont financées via des crédits ou des prises de participation au capital. On pourrait s'étonner de cette logique jusqu'au boutiste, car les émissions des activités financées relèvent d'abord de la responsabilité des entreprises concernées. Mais les normes de publication d'informations environnementales cherchent à responsabiliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Dans cette optique, les banques devraient tenir compte de l'ensemble de leurs actifs et ceux-ci sont considérables. En effet, les 100 plus grandes banques mondiales totalisaient un bilan d'environ 118 000 milliards de dollars en 2024, soit environ 100 000 milliards d'euros, c'est-à-dire un peu plus que le PIB mondial. Les banques françaises sont très importantes. 4 d'entre elles, la BNP, Crédit Agricole, Banque Populaire et Caisse d'épargne et Société Générale, font partie des 25 plus grandes banques du monde. La BNP détient à elle seule plus d'actifs que le PIB de la France. Depuis 2024, toutes les entreprises du CAC 40 publient leurs émissions carbone pour les scopes 1, 2 et 3, y compris les émissions des activités financées pour ce qui concerne les banques. Elles sont de l'ordre de 133 millions de tonnes de CO2 pour le Crédit Agricole, 104 pour la BNP, 80 pour la Société Générale et 80 estimés pour le groupe BPCE qui est non coté. Au total, les 4 principales banques françaises émettent autant en ordre de grandeur que les émissions sur le sol national en France, c'est-à-dire 400 millions de tonnes de CO2. Et c'est environ 2 tiers de l'empreinte nationale qui intègre les émissions importées. Les émissions des banques sont donc très importantes en niveau absolu. Il existe d'autres méthodes aboutissant à d'autres estimations, on y reviendra à la fin de la vidéo. En niveau relatif par rapport aux autres sociétés du CAC 40,
Les émissions des banques se situent dans la fourchette haute. On se base ici sur les émissions publiées par les entreprises dans leur document d'enregistrement universel 2024. Les sociétés qui émettent davantage que les banques sont d'une part les grands industriels comme Airbus, Stellantis, Renault, et d'autre part les groupes énergéticiens Total et Engie, mais aussi le groupe Carrefour, du fait de l'impact des fournisseurs en amont de la chaîne de valeur et de l'utilisation des produits par les consommateurs finaux en aval de la chaîne de valeur. La taille du bilan des banques étant très importante, le ratio entre leurs émissions carbone et la valeur de leur bilan apparaît modeste pour les banques, inférieur à la médiane du CAC 40. Donc le diamètre des cercles sur le graphique représente les émissions par euro investi via des souscriptions en capitaux propres ou via des dettes. On y reviendra. On a vu précédemment l'importance du scope 3 qui couvre notamment la phase d'usage par les consommateurs finaux. Après avoir critiqué les banques, on va se demander ce qu'il y a de pire pour le consommateur entre consommer, investir ou ne rien faire, c'est-à-dire laisser son argent sur son compte bancaire. Le dilemme entre consommer ou investir est classique en théorie économique. Voyons quelques exemples avec des biens de consommation courante. Certaines dépenses courantes sont fortement émettrices de CO2. Par exemple, acheter 1 kg de bœuf émet 28 kg de CO2. Sachant qu'un kilogramme de bœuf coûte en moyenne 14,49 € TTC en grande et moyenne surface en 2024, on peut calculer qu'acheter du bœuf génère des émissions de 1,9 kg de CO2 par euro dépensé. Alternativement, acheter du poulet génère des émissions de 0,4 kg de CO2 par euro dépensé, soit 5 fois moins que le bœuf. Ou, mon préféré, acheter du tofu qui émet 4 fois moins que le poulet et donc 20 fois moins que le bœuf par euro dépensé. Concernant les transports, les statistiques de l'INSEE et les facteurs d'émission publiés par l'ADEME permettent de calculer qu'acheter 1 € d'essence revient à émettre plus de 2 kg de CO2. Cela veut dire que mettre pour 50 € d'essence dans le réservoir de sa voiture revient à émettre un peu plus de 100 kg de CO2. Concernant le transport aérien, voyager de Paris à Toulouse revient à émettre plus de 2 kg de CO2 par euro de billet. S'il fallait choisir, mieux vaut épargner pour s'offrir un vol long courrier, par exemple Paris-New York, que d'utiliser la même somme d'argent pour faire plusieurs trajets entre Paris et Toulouse. On peut refaire l'exercice pour la plupart des biens de consommation courante grâce aux données statistiques de l'INSEE sur les prix et les statistiques de carbone 4 pour les émissions par type de dépenses courantes. En synthèse, dépenser 1 € en biens de consommation est souvent pire que d'investir ou de le laisser sur son compte bancaire. 1 € dépensé en biens de consommation courante génère entre 0,3 et 2,2 kg de CO2 selon les biens consommés, avec une moyenne à 0,9 kg. Ainsi, lorsque l'on paye 50 € à la caisse d'un supermarché, on émet donc à peu près 50 kg de CO2. Investir 1 € peut être mieux. Pour 30 sociétés du CAC 40, détenir une action pendant un an émet moins de 0,5 kg. En revanche, pour les 10 sociétés restantes du CAC 40, détenir une action pendant un an revient à émettre entre 0,5 et 2,7 kg de CO2 par euro investi. Donc investir 1 000 € dans une action du CAC 40 revient à émettre entre 3 kg et 3 tonnes de CO2 en ordre de grandeur selon l'action que l'on a choisie. Les écarts peuvent donc être considérables. Si l'on choisit d'investir directement dans des projets de production d'électricité via des plateformes de financement participatif ou des placements privés, investir dans les énergies renouvelables est largement préférable à consommer et, a fortiori, à investir dans des usines thermiques à charbon qui sont un des placements les plus carbonés qui soit, avec 3,4 kg de CO2 par euro investi par an. Enfin, de nombreuses études ont été menées ces dernières années pour estimer les émissions induites par l'argent laissé sur un compte bancaire. Par exemple, Oxfam publiait en 2020
un rapport estimant qu'1 euro laissé sur un compte bancaire génère en ordre de grandeur 0,5 kg de CO2 par an. Cela reste inférieur aux émissions dues à un panier moyen de biens de consommation. Pour terminer, soulignons l'importance des méthodologies et essayons de prendre du recul par rapport aux données publiées par les banques et les différents organismes. Les estimations d'Oxfam basées sur des données de carbone 4 sont 8 fois supérieures aux données publiées par les banques. Quelles hypothèses peut-on avancer pour tenter d'expliquer cet écart? Une première hypothèse est que les publications des banques et des entreprises du CAC 40 resteraient incomplètes ou qu'elles utiliseraient des méthodologies perfectibles. Pourtant, si l'on raisonne à l'échelle mondiale, rappelons-nous que les 100 plus grandes banques mondiales possèdent environ 100 000 milliards d'euros d'actifs. Si chaque euro génère 0,5 kg de CO2, alors les 100 plus grandes banques mondiales émettent l'équivalent en ordre de grandeur de l'ensemble des émissions carbone mondiales, qui s'élèvent à 37 gigatonnes de CO2 en 2024. C'est bien sûr pas possible car les banques ne détiennent qu'une partie des actifs mondiaux. Par exemple, la plupart des propriétaires de biens immobiliers ont fini de rembourser leurs prêts bancaires et leurs biens immobiliers ne figurent plus à l'actif des banques. Selon une étude de McKinsey, l'ensemble des actifs tangibles à l'échelle mondiale a une valeur de 620 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 530 000 milliards d'euros, qui est composé à 69% d'actifs immobiliers. C'est 5 fois plus en ordre de grandeur que le bilan des 100 plus grandes banques mondiales. Une deuxième hypothèse serait donc que les banques françaises émettent davantage par euro de leur bilan que les banques étrangères. Cela semble peu vraisemblable dans la mesure où les banques françaises financent notamment des entreprises basées en France qui utilisent une électricité très peu carbonée. Une troisième hypothèse est que les banques françaises ont assaini leur bilan depuis l'étude d'Oxfam en 2020. Par exemple, la BNP a financé en 2024 davantage les producteurs d'énergie renouvelable que les producteurs d'énergie fossile, dans un rapport 76%-24% pour des montants respectifs d'encours de crédit de 37 et 12 milliards d'euros. Ce n'était pas le cas avant. En 2012, les énergies renouvelables ne représentaient que 10% du portefeuille contre 90% pour les énergies fossiles. Ce rapport devrait s'inverser d'ici 2030. De son côté, Carbone 4 a annoncé travailler à une mise à jour de son modèle. En conclusion, l'impact environnemental des banques est limité sur le périmètre de leurs activités tertiaires. En revanche, il est très important si l'on tient compte des activités financées. La majorité des banques fait désormais un effort de transparence sur l'impact environnemental des activités financées, avec la publication du scope 3 sur les émissions financées depuis 2024. Les estimations restent basées sur des méthodes et des données dont la fiabilité s'améliore progressivement. À l'échelle individuelle, laisser son argent sur son compte bancaire ou le dépenser en biens de consommation peut être pire que d'investir. Une voie d'action est donc de choisir soi-même le placement de son épargne, plutôt que de laisser son banquier s'en occuper à notre place. Bien sûr, cela comporte des risques et nécessite de s'informer préalablement sur les stratégies de placement. Nous verrons cela dans les prochains chapitres.